Steve gère des boîtes. Nous formons les leaders de demain. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, là, au milieu de l'élégante salle de bal. La voix de ma femme portait juste assez pour que les invités environnants l'entendent claire, dédaigneuse et dégoulinante de condescendance. Je me suis figé la flûte de champagne à mi-chemin de mes lèvres, tandis que plusieurs têtes se tournaient vers nous. Quelques rires gênés se sont propagés dans le petit cercle qui s'était formé autour de nous. Hélène ne m'a même pas regardé. Au lieu de cela, elle a posé sa main sur la manche de Marcus Emerson, PDG de Nexus Technology et père d'un de ses précieux élèves, et a souri avec un charme étudié. L'éducation, c'est là que se produit le véritable impact, n'êtes-vous pas d'accord? J'étais là 43 ans, directeur régional de la logistique, pour l'un des plus grands réseaux de distribution du pays, soudainement réduit à un gestionnaire de boîte par ma femme de 15 ans. À ce moment précis, j'ai su que notre mariage était terminé. Mais laissez-moi revenir en arrière. Vous avez besoin de l'image complète pour comprendre comment nous en sommes arrivés là et ce qui s'est passé ensuite. Car ce qui a suivi n'était pas seulement un divorce. C'était une guerre. Une guerre qui révélerait exactement qui Hélène et moi étions vraiment quand tout était en jeu. Le gala annuel des bienfaiteurs de l'Académie Hillcrest a lieu ce vendredi, a annoncé Hélène 3 jours plus tôt, sans lever les yeux de son ordinateur portable sur l'îlot de notre cuisine. J'ai besoin que tu sois là à 19 heures précises. S'il te plaît, porte le tome Ford Anthracite, pas le Brooks Brothers Bleu Marine. Les Whitmore ont commenté l'année dernière qu'il avait l'air produit en série. J'ai levé les yeux du rapport de logistique que je consultais. Les chiffres de l'efficacité trimestrielle s'étaient améliorés de 16% dans les centres de distribution de la côte Est, quelque chose sur lequel je travaillais depuis près d'un mois. J'étais sur le point de partager la nouvelle quand j'ai enregistré ce qu'elle avait dit. Ce vendredi, Hélène, je ne peux pas ce vendredi. J'ai la revue trimestrielle des opérations avec l'équipe de direction. Je t'en ai parlé il y a 3 semaines. Elle a finalement levé les yeux, ses yeux se plissant légèrement. Ce n'est pas facultatif, Steve. Le président du conseil d'administration sera là, ainsi que tous les donateurs importants. Les Emerson ont confirmé hier. As-tu la moindre idée de ce que leur contribution annuelle signifie pour nos plans d'expansion? Et as-tu la moindre idée de ce que cette revue signifie pour ma division? Pour les 342 personnes dont les moyens de subsistance dépendent de nos indicateurs de performance. J'ai posé ma tablette avec plus de force que prévu. Je me prépare pour cette présentation depuis des mois. Le soupir d'Hélène était théâtral. Ne peux-tu pas simplement la reporter ou demander à l'un de tes assistants de s'en occuper? Un de mes assistants? Ai-je répété les mots lentement? Tu veux que je confie la revue trimestrielle de la direction, celle qui détermine notre structure de bonus annuel, et le budget opérationnel de l'année prochaine à l'un de mes assistants? Quand tu le présentes comme ça, dit-elle, l'irritation claire dans sa voix. Mais ce gala est crucial, Steve. Ce n'est pas un simple dîner d'entreprise avec des gens qui discutent des itinéraires de livraison ou de ce dont vous parlez. Je me suis adossé voyant soudain notre cuisine, notre relation comme si c'était à distance. Les élégants comptoirs en granit sur lesquels elle avait insisté lors de notre rénovation l'année dernière. Le réfrigérateur Sub-Zero qui a coûté plus cher que ma première voiture. Les armoires sur mesure qui ont dû être acheminées d'Italie parce que l'artisanat américain ne suffisait tout simplement pas. Tout cela payé avec mon salaire de gestionnaire de boîte. Je vais m'arranger, dis-je finalement, calculant déjà mentalement comment je pourrais condenser 8 heures de revue, en 4 traverser 3 États en avion, et arriver quand même à son précieux gala. Ce serait brutal, mais faisable. C'était toujours faisable d'une manière ou d'une autre. J'y serais. Son sourire est revenu satisfait. Parfait.
Oh, et les Morgan amèneront peut-être leur neveu, celui qui vient d'être promu associé chez Goldman. J'ai mentionné que tu pourrais lui parler des possibilités de stage pour Zach. Notre fils Zachary était en première. Brillant, calme, plus intéressé par l'informatique que par la finance. Il n'avait jamais mentionné vouloir travailler à Wall Street. Zach veut coder Helen. Il parle de Caltech depuis la seconde. Elle a agité une main dédaigneuse. Il a 16 ans. Il n'a aucune idée de ce qu'il veut. Crois-moi, un été chez Goldman changerait complètement sa perspective. Je le vois tout le temps avec mes élèves. Une bonne exposition, c'est tout. Je n'ai pas discuté. C'était inutile. Dans la vision du monde soigneusement construite d'Helen, certains chemins étaient intrinsèquement supérieurs. La finance, le droit, la médecine, si nécessaire. Le travail technique qui faisait réellement fonctionner le monde. C'était pour les enfants des autres. Je suis retourné à mon rapport. La satisfaction de nos améliorations régionales maintenant entachée. Juste un autre jour à gérer des boîtes aux yeux d'Hélène. Notre relation n'avait pas toujours été comme ça. Quand nous nous sommes rencontrés, il y a 17 ans, Helen était une jeune enseignante passionnée dans un lycée public de Boston, pleine de plans idéalistes pour changer l'éducation de l'intérieur. J'étais un responsable logistique récemment promu, enthousiaste, à l'idée de mettre en œuvre de nouveaux systèmes d'inventaire qui pourraient révolutionner l'efficacité. Nous étions égaux à l'époque, deux jeunes professionnels, avec de l'ambition et un but. Nous restions éveillés tard dans son petit appartement, buvant du vin bon marché et parlant pendant des heures de nos rêves. Elle écoutait véritablement, intéressée, pendant que j'expliquais comment les bons systèmes logistiques pouvaient réduire les déchets, accroître l'accès aux ressources et littéralement changer les communautés. Je voyais ses yeux s'illuminer lorsqu'elle décrivait comment elle parvenait à atteindre des élèves que d'autres avaient abandonnés. Nous nous sommes mariés en 1 an, avons acheté notre première petite maison, en banlieue, avons eu Zachary, et 2 ans plus tard, notre fille Lily. La vie était trépidante, mais harmonieuse. Le changement s'est produit progressivement. Helen est passée de l'enseignement public à une petite académie privée, puis à Hillcrest, l'une des institutions K12 les plus exclusives de l'État. Son salaire n'a jamais approché le mien, mais ses relations sociales ont explosé. Soudain, nos week-ends étaient remplis de vernissages, de déjeuners de charité et de dîners, avec des parents qui mentionnaient nonchalamment leur maison dans les Hamptons ou leur séjour au ski en Suisse. Au début, j'étais heureux pour elle. Hélène avait toujours été brillante, déterminée et charismatique. Elle méritait d'être reconnue. Mais quelque part, en chemin, son ambition s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus cassant. L'éducatrice passionnée est devenue une administratrice raffinée, plus préoccupée par les dotations et la politique du conseil d'administration que par les innovations en classe. Et moi, malgré ma propre progression professionnelle, je suis devenu de plus en plus insignifiant dans son récit. Le jour du gala est arrivé. Je m'étais levé à 4h30, j'avais finalisé ma présentation à 6h et j'étais dans un vol de 7h15 pour Chicago. La revue de direction s'est bien passée, malgré le calendrier serré. Nous avons obtenu l'augmentation de budget pour le projet d'automatisation de la côte Est que je défendais. Et le directeur financier a spécifiquement félicité les améliorations d'efficacité de notre équipe. J'aurais dû être en train de célébrer. Au lieu de cela, je courais à travers O'Hare, me changeant en tenue de soirée dans les toilettes d'un aéroport et prenant le dernier vol qui me ferait arriver au gala avec seulement 30 minutes de retard. J'ai envoyé un SMS à Hélène. J'atterris dans 20 minutes. Je serai là à 19h30. Aucune réponse. Le Uber m'a déposé à l'hôtel Atherton, au centre-ville, à 19h28. J'ai redressé ma cravate, vérifié mon reflet dans les portes vitrées et me suis précipité dans la salle de bal. L'espace était transformé avec un éclairage de bon goût, des arrangements floraux,
qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et environ 200 des personnes les plus riches et les plus influentes de notre région. J'ai immédiatement repéré Hélène. Elle était radieuse, dans une robe bleu nuit, ses cheveux sombres, élégamment relevés debout, avec un petit groupe près du centre de la pièce. J'ai reconnu Marcus Emerson, le PDG de la technologie, dont l'entreprise venait d'entrer en bourse pour plusieurs milliards de dollars. Sa femme Charlotte, le président du conseil d'administration, et son mari. Et un autre couple que je ne connaissais pas. Je me suis dirigé vers eux, attrapant une flûte de champagne d'un serveur qui passait. Hélène m'a vu approcher, mais n'a pas interrompu ce qu'elle disait. Ses yeux m'ont brièvement parcouru, enregistrant ma présence sans reconnaissance, puis sont retournés à Marcus. C'est pourquoi notre initiative STEM est si cruciale, disait-elle, alors que j'atteignais le cercle. Ces enfants hériteront d'un monde transformé par la technologie. Nous ne leur enseignons pas seulement des faits, nous cultivons un état d'esprit d'innovation. Hélène, dis-je en me glissant à côté d'elle. Désolé d'être un peu en retard. Elle s'est tournée son sourire professionnel, mais froid. Steve ravi que tu aies pu nous rejoindre. Aucune explication pour mon absence, aucune présentation au groupe. Elle est immédiatement revenue à la conversation. Marcus partageait des idées fascinantes sur le futur paysage technologique, a-t-elle poursuivi. Les implications pour l'éducation sont profondes. J'ai tendu la main à Marcus. Steve Brennan, je ne pense pas que nous nous soyons formellement rencontrés, bien que j'ai entendu de grandes choses sur vos contributions à Hillcrest. Sa poignée de main était ferme. Marcus Emerson. Hélène parle en bien de votre soutien à l'école. Mon soutien, ai-je répété en relevant la formulation spécifique. Pas mon partenariat, pas notre engagement commun, mon soutien. Comme si j'étais un donateur silencieux plutôt que son mari. « Que faites-vous, Steve ?» a demandé la femme que je ne reconnaissais pas. Avant que je puisse répondre, Hélène a interjeté. Steve gère la logistique pour une société de distribution. Son ton était agréable, mais portait cette légère pointe que j'avais appris à reconnaître. Celle qui communiquait subtilement. Ce n'est pas important. Un directeur régional, en fait, ai-je corrigé en gardant ma voix légère. Je supervise les opérations de la chaîne d'approvisionnement dans cet état. Fascinant, a dit Marcus, semblant véritablement intéressé. Le secteur de la logistique a connu des bouleversements massifs. Comment gérez-vous les défis de l'intégration de l'IA? Nous avons beaucoup investi dans ce domaine. C'était une bonne question, une question sur laquelle j'aurais pu discuter pendant des heures. Nous avions été pionniers dans un nouveau système de stockage prédictif qui montrait des résultats remarquables. Mais avant que je puisse formuler ma réponse, Hélène a ri légèrement et a posé sa main sur le bras de Marcus. Steve gère des boîtes. Nous formons les leaders de demain. Elle a fait un geste élégant vers leur petit cercle. Votre fille, Emma, s'épanouit absolument dans notre programme de physique avancée. D'ailleurs, le docteur Reynolds me dit qu'elle a un réel potentiel pour le MIT. Et voilà le moment, les mots qui mettraient fin à notre mariage. Marcus a semblé brièvement mal à l'aise, jetant un coup d'œil entre nous. Les autres se sont légèrement déplacés, sentant la tension soudaine. J'ai senti une bouffée de colère et d'humiliation monter de mon col. « Excusez-moi, » dis-je en posant mon champagne à peine touché. « J'ai besoin de prendre l'air. » Je suis parti avant que quiconque puisse répondre, gardant mon sang-froid par pure force de volonté. J'ai atteint le hall de l'hôtel, puis l'extérieur, l'air frais de la nuit, avant que mes mains ne commencent à trembler. 15 ans de mariage, 2 enfants d'innombrables sacrifices et compromis, tout cela réduit à « Steve gère des boîtes ». J'ai desserré ma cravate et j'ai pris plusieurs profondes inspirations. Mon téléphone a vibré dans ma poche. « Hélène, où es-tu passée ? Les Foster viennent d'arriver et veulent discuter avec nous.
du programme de voile d'été. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Aucune excuse, juste une autre obligation sociale que je ne remplissais pas maintenant. J'ai répondu par SMS. Je rentre à la maison. Profite bien de la formation des futurs leaders. Puis, j'ai éteint mon téléphone, j'ai hélé un taxi et je suis parti. Hélène n'est rentrée qu'après minuit. J'étais assis dans le noir de notre salon, un verre de scotch à la main. J'avais passé les heures à réfléchir vraiment, réfléchir à notre relation, à nos schémas, à notre avenir. Et j'avais atteint une clarté. Elle a allumé les lumières surprises de me trouver là. Que fais-tu assis dans le noir? A-t-elle exigé, laissant tomber sa pochette sur la console. Et pourquoi es-tu parti comme ça? J'ai dû trouver des excuses pour toi toute la soirée. Quelles excuses as-tu trouvées? Ai-je demandé calmement. Leur as-tu dit que j'avais une livraison d'urgence de boîtes à gérer? Ses yeux se sont plissés. Tu es ridicule. C'était une façon de parler. Non, Hélène, ce n'était pas le cas. C'était un mépris délibéré de moi, de mon travail, de ma contribution, de ma valeur, devant des gens que tu voulais impressionner. Tu exagères. Ce n'était rien. Ce n'était pas rien pour moi. J'ai posé mon verre. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment allait mon travail? Pas seulement le superficiel. Comment s'est passée ta journée? Mais en montrant un réel intérêt pour ce que je fais et ce qui compte pour moi. Elle a soupiré de façon théâtrale. Je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments, mais tu dois comprendre le contexte. Ces gens, l'ai-je interrompu, ne paient pas notre hypothèque. Ils ne financent pas les comptes universitaires des enfants. Ils ne paient pas les factures. C'est moi qui le fais, Hélène, avec ma carrière apparemment insignifiante, à déplacer des boîtes. Ce n'est pas juste. Mon travail contribue. Ton travail, dis-je, en me levant pour lui faire face, rapporte moins d'un tiers de ce que rapporte le mien. Et ce n'est pas grave. Je ne me suis jamais plaint d'être le principal soutien de famille. Ce que je ne peux pas accepter, c'est d'être traité comme si j'étais moins que toi à cause de ça. Son visage s'est durci. Alors c'est une question d'argent. C'est si typiquement masculin. Non, c'est une question de respect humain de base. J'ai pris une profonde inspiration. Je pense que nous devrions nous séparer. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. L'expression d'Hélène est passée de la colère à l'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Pour un commentaire à une fête, ce n'est pas un commentaire, c'est un schéma. Des années de pics subtils, de remarques dédaigneuses et une gêne évidente à propos de qui je suis et de ce que je fais. Ce soir, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle m'a regardé sans voix pour une fois. Et les enfants, dis-je doucement, méritent de voir leur père traité avec dignité. Quel exemple donnons-nous à Zach et Lily s'ils grandissent en te voyant me traiter comme si j'étais inférieur à toi? Tu es dramatique. On pourra en discuter demain quand tu ne seras pas si émotif. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas émotif. Pour la première fois depuis des années, je vois les choses avec une parfaite clarté. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. On pourra parler de la logistique demain. Logistique, a-t-elle répété avec un rire amer. Comme c'est approprié, je l'ai laissé là, et je suis monté étrangement calme malgré le changement sismique que je venais d'initier. J'en avais assez d'être le partenaire moins important dans notre mariage, assez de m'excuser pour une carrière qui subvenait aux besoins de notre famille, et qui, malgré le mépris d'Hélène, faisait une réelle différence dans le monde. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que je venais d'entrer dans une bataille qui mettrait à l'épreuve tout en moi, en tant que professionnel, en tant que père et en tant qu'homme. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conversations tendues, d'enfants en larmes et d'arrangements pratiques. J'ai emménagé dans un appartement meublé à proximité, assez proche pour maintenir ma relation avec Zach et Lily, mais assez loin pour nous donner à Hélène et à moi l'espace nécessaire. Au début, nous avons essayé de rester en bons termes.
Nous avons convenu d'annoncer la nouvelle aux enfants, ensemble, en soulignant que nous les aimions tous les deux et que ce n'était pas de leur faute. Zach, à 16 ans, a reçu la nouvelle avec un silence stoïque. Lily, notre fille de 12 ans, a pleuré et a posé une centaine de questions auxquelles aucun de nous ne pouvait vraiment répondre. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas simplement vous excuser l'un envers l'autre ? A-t-elle exigé, le visage strié de larmes. Comment expliquer à un enfant que certaines ruptures ne peuvent être réparées par une simple excuse ? Que parfois, le respect, une fois perdu, est presque impossible à reconstruire. J'ai dit aux enfants qu'ils pouvaient visiter mon appartement, à tout moment. J'ai aménagé des chambres pour eux deux. J'ai promis que rien ne changerait dans la façon dont je les aimais, ou à quel point je serais impliqué dans leur vie. Hélène a été froidement pratique lors de ces discussions initiales. Nous avons divisé les responsabilités ménagères, créé un accord de garde temporaire et convenu de suspendre les procédures judiciaires jusqu'à ce que nous ayons eu le temps de nous adapter à la séparation. Cela a duré exactement 17 jours. Le 18e jour, j'ai reçu un email de Gerald Hoffman, apparemment le nouvel avocat de ma femme. Le message était bref, professionnel et dévastateur. Monsieur Brennan, j'ai été engagé par Helen Brennan concernant votre divorce en cours. Elle m'a chargé de demander la garde physique complète de vos enfants mineurs, avec des droits de visite raisonnables qui vous seront accordés. Je n'ai pas fini de lire. Je ne pouvais pas traiter les mots à travers le rugissement soudain dans mes oreilles. La garde complète après avoir explicitement convenu d'un arrangement 50-50. J'ai immédiatement appelé Hélène. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je exigé quand elle a répondu. « Je suppose que tu as eu des nouvelles de Gérald ?» a-t-elle répondu, sa voix exaspérément calme. Nous avions un accord, Hélène. C'était avant que j'ai eu le temps de vraiment réfléchir à ce qui est le mieux pour les enfants. Et tu as décidé que voir à peine leur père est ce qu'il y a de mieux pour eux. La douleur et la colère dans ma voix étaient palpables. Non, ne sois pas dramatique, Steve. Tu les verrais toujours. Mais soyons réalistes. Ton emploi du temps n'a jamais été compatible avec la garde principale. Tu voyages constamment. Tu travailles tard, tu t'occupes de tes problèmes de logistique. Non, mes problèmes de logistique paient leurs frais de scolarité privée, leurs cours de musique, leurs camps d'été. Et je n'ai jamais pas une seule fois manqué un événement important dans leur vie à cause du travail. Ce n'est pas comme ça que je me souviens, a-t-elle dit froidement. Mais nous pouvons laisser le tribunal décider quel arrangement est le plus approprié. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Puis j'ai appelé l'avocat en divorce le plus impitoyable que j'ai pu trouver. Le bureau de Margaret Chen ne ressemblait en rien à ce que j'attendais. Au lieu du stéréotype opulent de cuir et d'acajou, il était moderne, minimaliste et étrangement apaisant. La femme elle-même correspondait à l'espace précis, direct et dégageant une compétence tranquille. « Alors, dit-elle après que je lui ai expliqué la situation, votre femme vous a pris par surprise avec une bataille pour la garde. Oui. Et vous pensez qu'elle fait ça? Pourquoi? Pour obtenir des concessions financières par une réelle préoccupation pour votre parentalité par vengeance personnelle. J'ai soigneusement réfléchi à la question. Probablement tout ce qui précède, mais je pense surtout que c'est une question de contrôle. Hélène aime avoir le dessus. Margaret a hoché la tête. Et quelle est votre priorité ici, Monsieur Brennan? Quel résultat recherchez-vous? Un temps égal avec mes enfants. Je n'accepterai pas d'être réduit à un père du week-end qui les emmène dîner et au cinéma, pendant qu'Hélène prend toutes les décisions importantes concernant leur vie. Elle m'a étudié un instant. Ce ne sera pas facile. Les tribunaux ont encore tendance à favoriser les mères dans les litiges de garde, surtout avec une fille aussi jeune que la vôtre. Et si votre femme peut présenter un cas convaincant que vos obligations professionnelles empêchent un temps parental constant. « Ah, mais ce n'est pas vrai !» ai-je insisté.
J'ai toujours été impliqué. Demandez à mes enfants. Demandez à leurs professeurs, à leurs médecins, à leurs entraîneurs. Nous le ferons, m'a assuré Margaret. Mais nous avons besoin de plus que des témoignages. Nous avons besoin de preuves. Des preuves documentées et irréfutables de votre implication dans leur vie quotidienne. J'ai réfléchi à cela. Quel genre de preuves? Tout. Des entrées de calendrier montrant que vous avez assisté à des événements scolaires. Des échanges d'emails avec les enseignants. Des dossiers médicaux indiquant votre présence au rendez-vous. Des photos de vous à leurs activités. Des SMS sur les devoirs, les problèmes d'amis, la logistique quotidienne. Plus c'est complet, mieux c'est. Une lente prise de conscience s'est faite en moi. Je pense que je peux faire mieux que ça. Margaret a haussé un sourcil. Je vous écoute. Je suis directeur de la logistique. La planification, la documentation et la tenue de registre sont littéralement ma profession. Je me suis penché en avant. Au cours des 3 dernières années, j'ai conservé des registres détaillés de chaque aspect de notre vie de famille dans le cadre d'un système d'organisation personnelle. Maintenant, j'avais toute son attention. Quel genre de registre? Des calendriers numériques avec chaque rendez-vous, événement et activité. Des feuilles de calcul suivant les dépenses du ménage, l'accomplissement des tâches et les arrangements de garde d'enfants. Des archives de chaque communication scolaire, des albums photos organisés par date et événement. J'ai même un journal de quel parent s'est occupé de quelle routine du coucher chaque nuit, parce que nous alternions la lecture avec chaque enfant. Un lent sourire s'est dessiné sur le visage de Margaret. « Monsieur Brennan, je pense que vous pourriez être mon client préféré de tous les temps. » Elle a fait une pause, tapotant pensivement son stylo contre son bloc-notes. « Mais je dois vous demander, pourquoi avez-vous tenu des registres si méticuleux de la vie de famille? La plupart des gens ne documentent pas leur parentalité avec des feuilles de calcul. C'était une question juste. Ça a commencé comme une habitude de travail qui a débordé. En logistique, si on ne le suit pas, on ne peut pas l'améliorer. Je voulais être sûr d'être le meilleur père possible malgré mes exigences professionnelles. Alors j'ai tout suivi. Combien d'heures je passais avec chaque enfant, quelles activités nous faisions ensemble, qui s'occupait de quelles responsabilités. Et votre femme n'a jamais trouvé cela inhabituel. Hélène ne se préoccupe pas de la façon dont j'organise mon temps tant que je réponds à ses attentes. Je n'ai pas pu retenir la pointe d'amertume dans ma voix. Elle a supposé que je travaillais quand je mettais à jour mes systèmes. Pour être honnête, je ne pense pas qu'elle ait jamais demandé. Margaret a hoché la tête, quelque chose comme du respect scintillant dans ses yeux. Eh bien, sa perte est définitivement votre gain dans cette situation. Mettons ces registres en ordre pour le tribunal. Les procédures judiciaires ont traîné pendant des mois. L'avocat d'Hélène, un homme aux cheveux argentés, réputé pour représenter les conjoints riches de l'élite de la ville, m'a dépeint comme un père bourreau de travail trop occupé par des problèmes d'expédition pour être présent pour ses enfants. La carrière exigeante de M. Brennan nécessite des voyages fréquents et des horaires irréguliers, a-t-il soutenu lors d'une audience particulièrement tendue. Bien qu'admirable dans un contexte professionnel, cet emploi du temps est tout simplement incompatible avec la stabilité dont les enfants ont besoin de la part d'un parent principal. Hélène a témoigné des soirs où j'avais manqué le dîner à cause de réunions tardives des événements scolaires, auxquels j'étais soi-disant arrivé en retard, de la fois où Lily avait eu un petit accident de vélo et avait d'abord contacté sa mère. « Steve est un bon père quand il a le temps », a-t-elle dit, sa voix soigneusement modulée, pour transmettre une honnêteté réticente plutôt que de la méchanceté. Mais sa priorité a toujours été sa carrière. Les enfants comprennent que le travail de papa passe avant tout. Cela a fait mal non seulement parce que c'était faux, mais parce que cela révélait comment Hélène me voyait vraiment comme un pourvoyeur. D'abord, un parent, ensuite. Lors d'une journée particulièrement difficile au tribunal, Zach a été appelé à témoigner. L'avocat d'Hélène s'attendait clairement
à ce que notre fils confirme le portrait que sa mère faisait de moi en tant que père perpétuellement absent. Au lieu de cela, Zach a parlé doucement mais fermement de nos sessions de codage du dimanche matin de la journée carrière, où je l'avais surpris en organisant pour sa classe une visite du système robotique de notre principal centre de distribution et de la façon dont j'avais ajusté mon horaire de voyage pour assister à chacune de ces compétitions de l'équipe de débat. « Papa travaille dur », a-t-il dit en me jetant un bref coup d'œil. Mais il ne m'a jamais fait sentir que j'étais moins important que son travail. Il est juste efficace avec son temps. Le visage d'Hélène s'est crispé à ce témoignage inattendu. Pendant la pause qui a suivi, elle m'a acculé dans le couloir devant la salle d'audience. « Qu'est-ce que tu lui as dit » a-t-elle sifflé, perdant son sang-froid. « Qu'est-ce que tu lui as promis » ? Je n'ai rien dit, Hélène. C'est le point que tu as manqué tout du long. J'ai été là. J'ai toujours été là. Tu ne t'es juste jamais donné la peine de le remarquer. Ses yeux se sont plissés. Ce n'est pas fini, loin de là. Pour une fois, nous sommes d'accord sur quelque chose. Ai-je répondu, la regardant retourner furieusement aux côtés de son avocat. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai suivi les conseils de Margaret pour paraître raisonnable, contrôlé et concentré sur le bien-être des enfants plutôt que sur ma colère envers Helen. Quand mon tour est venu de présenter des preuves, j'étais prêt. « Votre honneur » commença Margaret. « Plutôt que de vous demander de vous fier à des témoignages contradictoires sur l'implication de M. Brennan dans la vie de ses enfants, nous aimerions présenter une documentation factuelle couvrant les 3 dernières années. » Elle a ensuite présenté ce que nous avions appelé la logistique de la paternité, mes registres méticuleusement organisés de l'implication parentale. D'abord sont venues les preuves du calendrier des entrées codées par couleur, montrant exactement quel parent a assisté, à quel événement, conférence scolaire, rendez-vous chez le dentiste, match de football, récital de piano, production théâtrale, visite chez le médecin. Le schéma était indubitable. Mon bilan de présence était en fait meilleur que celui d'Hélène, malgré ses affirmations. Ensuite, les journaux de communication. Des milliers d'emails et de SMS avec des enseignants, des entraîneurs et les enfants eux-mêmes. Moi, aidant Zach à résoudre un problème de codage difficile pendant un voyage d'affaires. Des échanges de SMS nocturnes avec Lily sur son anxiété avant un examen important. Des nouvelles régulières pendant mes jours de voyage. Puis les preuves photographiques, une chronologie numérique montrant ma présence constante lors d'événements marquants et de moments ordinaires. Moi, apprenant à Zach à conduire, aidant Lily avec son projet de foire scientifique, des dîners en famille, des sorties le week-end, des célébrations de vacances. Enfin, les journaux d'activité, des registres détaillés, de qui s'était occupé, de quelles tâches parentales, quel jour qui avait aidé aux devoirs, qui avait conduit aux activités, qui avait assisté aux réunions de parents qui étaient restés à la maison avec les enfants malades. La juge, une femme d'une 60aine d'années qui ne mâchait pas ses mots, a parcouru les preuves avec un intérêt croissant. « Monsieur Brennan, » dit-elle finalement en me regardant, « c'est assez complet. Oui, votre honneur. L'organisation et la documentation sont au cœur de mes responsabilités professionnelles. J'ai appliqué la même diligence au suivi de mes engagements familiaux. Certains pourraient trouver ce niveau de tenue de registre inhabituel pour les affaires familiales, a-t-elle observé. Peut-être, ai-je reconnu. Mais j'ai constaté que tant dans les affaires que dans la vie personnelle, une bonne logistique évite les occasions manquées et garantit que rien d'important ne passe à travers les mailles du filet. Mes enfants sont la partie la plus importante de ma vie. Pourquoi n'appliquerais-je pas mes meilleures compétences pour être là pour eux? Du coin de l'œil, je pouvais voir la façade de confiance calme d'Hélène commencer à se fissurer. Elle a murmuré de toute urgence à son avocat, qui avait l'air de plus en plus mal à l'aise. La juge s'est tournée vers Hélène. « Madame Brennan,
Ces registres semblent contredire plusieurs affirmations clés de votre témoignage. Souhaitez-vous aborder les divergences? Hélène s'est redressée, retrouvant son aplomb d'administratrice. Votre honneur, n'importe qui peut tenir un calendrier. Ce qui compte, c'est la qualité de l'engagement, pas seulement la présence physique. Je suis d'accord, a répondu la juge. C'est pourquoi je trouve le contenu de ces communications entre M. Brennan et ses enfants particulièrement pertinent. Ce ne sont pas les vérifications superficielles d'un père désengagé. Au moment où nous sommes arrivés à la fin de cette audience, l'élan avait changé de manière décisive. Le récit d'Hélène, si convaincant dans son simple portrait du père, cadre, occupé contre la mère éducatrice dévouée, s'était effondré sous le poids de la réalité documentée. L'audience finale pour la garde était prévue un mardi matin au début du printemps. À ce moment-là, le bilan émotionnel et financier de la procédure avait affecté tout le monde. Zach était devenu plus silencieux. Ses notes avaient légèrement baissé pour la première fois. Lily avait développé des maux de ventre avant l'école. Hélène avait l'air perpétuellement tendue, la tension se manifestant par des sourires crispés et des réponses vives. Je ne m'en sortais pas beaucoup mieux. La pression combinée du maintien de mes responsabilités professionnelles, tout en me battant pour mes enfants, laissait peu de place à l'auto-soin. J'avais perdu du poids, je dormais mal, et je me retrouvais constamment à basculer entre une détermination ciblée et un épuisement profond. Ce matin-là, je suis arrivé tôt au palais de justice. Je me suis assis seul dans ma voiture pendant 10 minutes, les yeux fermés, rassemblant mes forces pour ce qui allait arriver. C'était la fin du jeu. Après aujourd'hui, nous aurions une résolution pour le meilleur ou pour le pire. En me dirigeant vers le bâtiment, j'ai aperçu Hélène arrivant avec son avocat. Elle m'a vu, aussi ses pas hésitants brièvement, avant de continuer avec une détermination renouvelée. Nous nous étions à peine parlé directement depuis des semaines, communiquant presque exclusivement par l'intermédiaire de nos avocats. À l'intérieur, la tension était palpable, alors que les plaidoiries finales étaient présentées. Gerald Hoffman a fait une dernière tentative pour sauver la position d'Hélène, en soulignant son rôle de professionnel de l'éducation particulièrement qualifié pour soutenir le développement scolaire des enfants. Margaret a contre-attaqué en soulignant mon engagement prouvé pour une parentalité équilibrée et une présence stable malgré les exigences professionnelles. Lorsque la juge a finalement rendu sa décision, le soulagement a failli me faire plier les genoux. Après examen de toutes les preuves et témoignages, ce tribunal accorde la garde légale conjointe aux 2 parents, avec la garde physique principale à M. Brennan. Madame Brennan aura les enfants les week-ends alternés et une nuit par semaine, ainsi qu'une division égale des vacances et des congés scolaires. Hélène a eu un hoquet audible. Son avocat a posé une main restrictive sur son bras, pendant que la juge continuait à exposer les détails de l'arrangement. Je suis resté parfaitement immobile, craignant que tout mouvement ne modifie d'une manière ou d'une autre cette victoire inattendue. Cette décision, a poursuivi la juge en nous regardant directement tous les deux, est basée sur des schémas documentés d'implication, la stabilité du milieu familial et les préférences expresses de l'enfant aîné. Le tribunal estime que M. Brennan a fait preuve d'un engagement exceptionnel pour maintenir une parentalité constante et engagée malgré ses obligations professionnelles. Elle a fait une pause, puis a ajouté « Je noterai également que le mépris apparent de Mme Brennan pour les contributions professionnelles de son mari, tout en dépendant simultanément des avantages financiers de ce travail, soulève des inquiétudes quant au modèle de partenariat respectueux pour les enfants. Le visage d'Hélène est devenu cramoisi. Je n'ai ressenti aucun triomphe dans son humiliation, seulement un profond soulagement que ma relation avec mes enfants resterait intacte. Alors que nous nous levions pour partir, Hélène s'est approchée de moi directement pour la première fois depuis des mois.
Sa voix était basse, contrôlée, mais vibrant de colère. Félicitations pour ta victoire. J'espère que gérer la vie des enfants s'avérera aussi satisfaisant que de gérer tes précieuses chaînes d'approvisionnement. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et j'ai ressenti une vague inattendue de tristesse pour ce que nous étions devenus. Ce ne sont pas des marchandises, Hélène. Ce sont nos enfants. Et la victoire ne m'intéresse pas. Je veux juste être leur père. J'aurais volontiers partagé cela à parts égales avec toi. Garde ton numéro de noblesse, a-t-elle sifflé. Tu voulais me punir? Non, dis-je doucement. Je voulais les protéger, eux et moi, de quelqu'un qui ne pouvait pas voir la valeur dans quoi que ce soit qui n'améliorait pas son statut. Tu n'as pas perdu parce que je t'ai déjoué. Tu as perdu parce que tu ne pouvais pas imaginer que déplacer des boîtes puisse exiger la même intelligence, le même dévouement et la même compétence que de façonner de jeunes esprits. Elle m'a regardé sans voix pour une fois, puis s'est retournée et s'est éloignée les épaules raides de dignité et de défaite. Les suites ont été à la fois plus difficiles et plus faciles que ce à quoi je m'attendais. Plus difficiles parce que les enfants ont eu du mal avec la transition. Malgré tous mes efforts pour que ce soit sans heurts, Zach s'est adapté plus rapidement peut-être, parce qu'à 16 ans, il comprenait mieux les dynamiques en jeu. Lily a vacillé entre un attachement collant et un retrait colérique testant les limites de mon engagement à chaque tournant. Un soir, environ 2 semaines après la décision sur la garde, j'ai trouvé Lily assise sur le sol de sa nouvelle chambre, dans mon appartement, entourée de ses affaires éparpillées, sanglotant doucement. « Hé, ma chérie, dis-je doucement en m'asseyant à côté d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle a levé les yeux, son visage marbré de larmes. Je déteste ça. Je déteste avoir 2 maisons et 2 chambres et 2 de tout. Je déteste devoir me souvenir de quelles affaires sont où et avec quels parents je suis censé être quel jour. Ces paroles m'ont transpercé. C'était exactement ce que j'avais essayé d'empêcher la fragmentation de son sentiment de sécurité. Je sais que c'est difficile, lui dis-je, sans essayer de minimiser ses sentiments. C'est un grand ajustement pour nous tous. Maman dit que c'est de ta faute, dit-elle en observant attentivement ma réaction. Elle dit que tu as choisi ton travail plutôt que notre famille. J'ai pris une profonde inspiration. Tu crois ça? Elle a haussé les épaules en grattant le tapis. Je ne sais pas. Tu travailles beaucoup. C'est vrai, ai-je reconnu. Et je suis désolé si cela t'a jamais fait sentir moins importante. Mais Lily, je veux que tu saches quelque chose. J'ai attendu qu'elle me regarde. Il n'y a rien dans ma vie, ni mon travail, ni quoi que ce soit, qui compte plus pour moi que toi et Zach. Alors, pourquoi est-ce que toi et maman ne pouviez pas simplement rester ensemble? Sa voix s'est brisée. Comment expliquer la dynamique des relations adultes à une enfant de 12 ans? Comment expliquer que parfois l'amour ne suffit pas quand le respect s'est érodé au-delà de toute réparation? Parfois, dis-je avec précaution, 2 personnes peuvent aimer très fort leurs enfants, mais ne pas pouvoir rester mariées. Maman et moi, nous avons commencé à voir le monde très différemment. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour que nous vous portons tous les deux. Elle est restée silencieuse un long moment. « Je suis toujours en colère contre toi, » a-t-elle dit finalement. « C'est normal. Tu as le droit d'être en colère. Mais je ne vais nulle part, Lily. Peu importe à quel point tu es en colère, peu importe à quel point c'est difficile, je suis là, et on va s'en sortir ensemble. » Elle a légèrement hoché la tête, puis s'est appuyée contre mon épaule, me laissant la prendre dans mes bras. Nous sommes restés assis comme ça pendant un long moment, au milieu du chaos de sa vie, à moitié déballés, sans rien dire de plus. Ce n'était pas une résolution, mais c'était un début. La facilité est venue une fois que la bataille constante avec Hélène s'est apaisée. J'ai trouvé des réserves de patience et de résilience que je ne savais pas que je possédais. J'ai ajusté mon horaire de travail, j'ai délégué plus efficacement,
Et j'ai trouvé un équilibre durable qui m'a permis d'être pleinement présent pour mes enfants, tout en maintenant mes responsabilités professionnelles. Hélène, à son crédit, a finalement surmonté son amertume initiale. 6 mois après la décision sur la garde, nous avons réussi notre première conversation civile sur les candidatures universitaires de Zach. Au bout d'1 an, nous pouvions assister aux événements scolaires sans tension palpable, bien que nous ayons soigneusement maintenu nos distances. La nuit qui a marqué un véritable changement est arrivée de manière inattendue. Le collège de Lily montait Le Magicien d'Oz, avec notre fille jouant le rôle de Dorothy. Hélène et moi avions convenu de nous asseoir séparément, comme c'était devenu notre coutume lors des événements scolaires. Mais lorsque les lumières se sont éteintes et que Lily est apparue sur scène, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Hélène regarder notre fille avec une fierté et un amour nu. À ce moment-là, je me suis souvenu de ce qui m'avait attiré chez elle toutes ces années auparavant. Sa passion, sa détermination, sa dévotion féroce à son but. Ses qualités n'avaient pas disparu. Elles avaient juste été mal orientées, déformées par l'ambition et l'ascension sociale, jusqu'à devenir méconnaissables. Après la représentation, nous avons tous les deux attendu dans le couloir de l'école pour féliciter Lily. Quand elle est sortie encore en costume, mais avec les souliers de rubis à la main, son visage s'est illuminé en voyant ses 2 parents ensemble. « Tu as été magnifique », lui a dit Hélène en l'enlaçant. Une star, ai-je convenu, en attendant mon tour pour une étreinte. Lily a regardé entre nous, un espoir prudent dans les yeux. « On peut tous aller manger une glace, s'il vous plaît, comme on le faisait avant. » Hélène et moi avons échangé un regard. J'ai légèrement hoché la tête. Elle a hésité, puis a dit « Je pense que ce serait bien. » À la crèmerie, assis en face d'Hélène, avec nos enfants entre nous, j'ai réalisé quelque chose d'important. Nous ne serions jamais ce que nous étions autrefois l'un pour l'autre. Mais nous pouvions toujours être ce que nos enfants avaient besoin que nous soyons des parents qui se respectaient suffisamment pour mettre de côté leurs propres blessures. « Comment va le nouveau projet de logistique ?» a demandé Hélène pendant une accalmie dans la conversation. « Celui que tu as mentionné, qui devait être lancé ce trimestre. » J'ai fait une pause pris au dépourvu par son intérêt apparent. « Ça va bien, en fait. Le système de stockage prédictif montre des résultats encore meilleurs que prévu. » Elle a hoché la tête. « Zachary m'en a expliqué une partie. Ça a l'air assez révolutionnaire si j'ai bien compris. » Notre fils a semblé embarrassé, mais satisfait. L'équipe de papa apprend basically à l'IA à prédire les besoins en inventaire avant qu'ils ne se produisent. C'est assez avancé. J'ai jeté un coup d'œil à mon fils avec surprise. Il avait écouté mes histoires de travail plus attentivement que je ne l'avais réalisé. « C'est vrai », a convenu Hélène, croisant brièvement mon regard. « J'aurais dû prêter plus d'attention plus tôt. » Ce n'était pas une excuse. Pas exactement, mais c'était une reconnaissance, une petite reconnaissance de valeur, là où il n'y avait eu que du mépris. « Eh bien, dis-je avec précaution, nous avons tous nos angles morts. » Elle a presque souri. « En effet, nous en avons. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit à la gala de Hillcrest. 3 ans depuis que « Steve gère des boîtes » est devenue la phrase qui a mis fin à notre mariage, mais qui a paradoxalement commencé ma reconquête de l'estime de soi. Je dirige toujours la division logistique régionale maintenant, avec des responsabilités étendues pour la mise en œuvre de nos systèmes d'IA à l'échelle nationale. Hélène dirige toujours l'Académie Hillcrest, bien que j'ai entendu dire qu'elle a lancé une nouvelle initiative STEM, axée sur la technologie de la chaîne d'approvisionnement et la durabilité. Une petite ironie que j'apprécie, mais que je ne mentionne jamais. Les enfants partagent leur temps entre nos maisons, suivant le calendrier ordonné par le tribunal, avec des ajustements de plus en plus flexibles à mesure qu'ils grandissent et que leurs besoins ont changé. Zach est maintenant en 2e année à WeCaltech, étudiant l'informatique, avec une spécialisation
dans les applications de l'apprentissage automatique pour les systèmes d'infrastructure. Lily, à 15 ans, montre des signes de combiner nos deux forces, les compétences de communication polie d'Hélène avec ma précision analytique. Quant à Hélène et à moi, nous avons atteint quelque chose que je n'aurais pas cru possible, en ces jours sombres de batailles juridiques et d'orgueil blessé, une relation de coparentalité fonctionnelle, basée sur le respect mutuel, sinon l'affection. Nous ne serons jamais vraiment amis, mais nous avons appris à reconnaître la valeur de l'autre dans la vie de nos enfants. Parfois, je pense à Marcus Emerson, et à ce moment fatidique où Hélène a si nonchalamment dénigré ma carrière. J'ai entendu dire que sa fille a fini à Stanford, pas au MIT. Hélène était déçue, mais ne m'en a pas beaucoup parlé. J'ai cependant reçu un appel intéressant de Marcus lui-même, environ 6 mois après la finalisation du divorce. « Steve Brennan », dit-il quand j'ai répondu. « Marcus Emerson. Nous nous sommes brièvement rencontrés à... Je me souviens, l'ai-je assuré me demandant pourquoi le PDG de la technologie m'appellerait directement. Bien. Écoutez, j'ai suivi le travail de votre entreprise sur les systèmes de logistique prédictive, une application fascinante des principes de l'apprentissage automatique. J'aimerais discuter d'une intégration potentielle avec certaines des plateformes de vente au détail de Nexus. Seriez-vous ouvert à une réunion? Je suis resté momentanément sans voix. Alors je serais intéressé d'en savoir plus. Non, certainement. Excellent. Et Steve, pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que la logistique était là où la vraie magie opère. N'importe qui peut vendre un produit, l'amener exactement là où il doit être, exactement quand il est nécessaire. C'est la forme d'art que la plupart des gens ne voient jamais. J'ai souri à cette validation inattendue. J'apprécie cette perspective, Marcus. Nous avons fini par nous associer sur un projet pilote qui s'étend maintenant à l'échelle nationale. Il s'est avéré que gérer des boîtes était exactement l'expertise dont son entreprise avait besoin. Je n'ai jamais parlé à Hélène de ce partenariat, bien que je sois sûr qu'elle l'ait finalement découvert par son vaste réseau social. Certaines victoires sont plus douces lorsqu'elles sont savourées en privé. Et honnêtement, il ne s'agissait plus de lui prouver quoi que ce soit. J'avais dépassé le besoin de sa validation ou de son approbation. Le mois dernier, j'ai été invité à donner une conférence au nouveau symposium sur les affaires et la technologie de l'Académie Hillcrest, un événement qu'Hélène avait mené dans le cadre de l'expansion de son programme. L'invitation venait du chef de département, pas d'Hélène, mais je savais qu'elle avait dû l'approuver. Debout sur le podium, regardant une salle pleine de jeunes visages brillants, y compris notre fille Lily au premier rang, j'ai ressenti un sentiment inattendu d'achèvement. Non pas parce que j'avais gagné un concours imaginaire avec mon ex-femme, mais parce que je m'étais resté fidèle à travers la bataille la plus difficile de ma vie. La logistique ne consiste pas seulement à déplacer des choses d'un point A à un point B, ai-je dit aux étudiants. Il s'agit de comprendre les connexions complexes qui font fonctionner notre monde. Il s'agit de voir des schémas là où d'autres voient le chaos. Et plus important encore, il s'agit de reconnaître que chaque maillon de la chaîne a de la valeur, que les personnes qui chargent les camions comptent tout autant que les cadres dans la salle de réunion. J'ai croisé le regard d'Hélène alors qu'elle se tenait au fond de l'auditorium. Elle m'a fait un petit signe de tête. Pas de l'amitié, pas de l'amour, mais du respect. Enfin, la vie a parfois une façon de boucler la boucle. Pas dans une symétrie parfaite, mais dans des connexions significatives que vous n'auriez pas pu anticiper. Mon mariage a pris fin parce que Hélène ne pouvait pas voir la valeur de ce que j'apportais au monde. Mais cette fin a créé un espace pour que d'autres, y compris mes enfants, reconnaissent cette valeur plus clairement. En logistique, nous avons un concept appelé « échec optimal ». Lorsqu'un système tombe en panne de la manière exacte pour révéler des améliorations critiques. Mon mariage a été un échec optimal.
Son effondrement m'a montré exactement ce qui devait être reconstruit, non pas la relation elle-même, mais ma volonté de rester fermement ancré dans ma propre valeur. Cette nuit-là, en sortant de la gala, pendant qu'Hélène travaillait avec ses cercles prestigieux, je pensais que je laissais tout derrière moi. Au lieu de cela, je marchais vers tout ce qui comptait mon respect de soi, le respect de mes enfants, et la connaissance que gérer des boîtes ne forme peut-être pas les futurs leaders du monde. Mais cela m'avait fait devenir exactement le leader que je devais être.